Alors, bonjour à tous ceux qui sont dans la salle ce soir. Et bonjour également, ou bonsoir, je ne sais pas, puisque sur Internet, le temps n'existe pas. À ceux qui me regardent depuis la chaîne YouTube du Cercle Maupoou, si vous aimez ce qu'on fait, ne vous contentez pas de regarder, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche. Merci. Bon, ceci précisé, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Soum, président du Cercle Maupoou. Et ce soir, j'ai l'immense honneur de vous introduire une sommité en la personne de M. Michel Maffezoli, qui vient de Paris spécialement pour nous. Alors, M. Maffezoli, on ne vous présente plus, mais comme c'est d'usage pour une conférence, je vais quand même procéder à une présentation sommaire. Vous êtes professeur émérite à l'Université de la Sorbonne à Paris. Vous êtes membre du très prestigieux Institut universitaire de France. Et vous êtes également essayiste depuis la fin des années 70. C'est justement pour un de vos essais qui, je pense, est un des ouvrages majeurs de votre bibliographie, qui est paru en 2021, qui est récent, que nous sommes là ce soir, puisque vous allez nous parler de l'ère des soulèvements, qui est le titre de votre dernier ouvrage. Et je vous informe par là même que la conférence se conclura après une séance de questions-réponses du public, par une séance de dédicace du dit ouvrage qui vous est mis en vente pour l'occasion. Voilà. Écoutez, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole à l'intervenant. Je vous remercie beaucoup d'être là et je vous souhaite une bonne conférence. Merci bien, il fallait continuer à parler de moi encore. Hein. Ça me tranquillise. Notre ami Edgar Morin, qui habite pas loin d'ici d'ailleurs, appelle cela le massage de l'ego. Je trouve que c'est une très belle expression, fondamentalement. Vous auriez dû en dire un peu plus, quand même. Bien, chers amis, je suis très heureux de venir. J'ai failli ne pas arriver, finalement, puisque mon TGV a eu énormément de retard. Ça a été assez pénible. Oui, c'est commun, je veux dire. Ça, c'est commun, bien évidemment. Mais j'ai fait tout ce qu'il fallait pour venir. Puisque Montpellier est de surcroît ma ville de jeunesse, hein, je tiens à le rappeler, je me souviens y avoir passé le bac, le premier et le second bac, puisque pour les gens de mon âge, il y avait ces deux choses au lycée Joffre, et c'était en 62 pour le premier, 63 pour le second. Ça fait un bac, vous voyez, donc ça laisse du temps qui passe. En même temps, je ne connaissais pas votre cercle, hein, cercle Maupoou. J'ai regardé sur Wikipédia qu'est-ce que c'était Maupoou, donc j'ai vu qu'il était originaire de Montpellier, mais d'une manière plus importante que cela, je trouve que dans les moments qui sont les nôtres, je dirais un moment des périodes de mutation, même des périodes, disons-le tout net, je dirais pourquoi dans un instant, de détresse théorique, c'est finalement dans des cercles comme le vôtre, hein, que se font véritablement, qu'on retrouve des idées. Et c'est chaque fois le cas quand s'achève une époque. On voit ce qu'était, par exemple, avant la Révolution française, au XVIIIe siècle, ce qu'étaient toutes les académies locales qui existaient. Et dans le fond, c'est là que se crée quelque chose. Hein. Et de mon point de vue, tout comme... c'est plus trop, je le regrette de le dire, puisque j'ai beaucoup aimé l'université, mais c'est presque plus dans l'université qu'on trouve justement la création des idées actuellement. L'Universitas, en son moment fondateur à la Sorbonne, c'était en 1280, c'était justement une espèce de universitas, hein, de transversalité. Elle s'était fondée d'ailleurs contre ce qu'était l'école cathédrale. L'école cathédrale, dans le fond, c'est ceux qui formaient les fonctionnaires du moment, c'est-à-dire les curés. Et de plus en plus, ces universités sont redevenues pour moi des écoles cathédrales. C'est-à-dire qu'elles ont perdu cette dimension que je viens ici d'indiquer, hein, de diversité, ne serait-ce que parce que justement, il y a par trop de disciplinarisation. Hein. Bon, on verra bien. En tout cas, je considère en effet que c'est dans ce qui n'est pas officiel, j'en dirai un mot dans un instant, que se crée véritablement. Hein, ce que j'ai dit, la dimension culturelle, dans le sens simple du terme, ce qui peut animer une société, lui donner son âme, tout simplement. J'ai été formé, ou en tout cas un sociologue et philosophe allemand qui s'appelle Georg Simmel, qui est très peu connu en France, c'est regrettable,
avait une très belle idée d'ailleurs. Il disait qu'il fallait toujours opérer quel est le roi clandestin d'une époque. Et que, roi clandestin, c'est-à-dire qu'au-delà, ou en deçà, ou à côté de ce qui est officiel, il y a quelque chose qui régit en profondeur. Moi, ça avait été pour ma thèse d'État ce que j'avais formulé en parlant de la centralité souterraine. Et dans le fond, pour moi, c'est pas autre chose, c'est certes comme ça. Dans le fond, où s'élabore quelque chose. Je suis de tradition un vieux libertaire. Je n'aime pas beaucoup les lois, mais il se trouve que j'ai quand même élaboré dans toute ma carrière une ou deux lois. Je vais vous en donner une qui m'est chère. C'est l'anomique d'aujourd'hui, c'est le canonique de demain. C'est-à-dire qu'on voit toujours que c'est justement dans ce qui est au-delà, à côté de la loi, que se forme véritablement la référence qui va dominer. Voilà. Et c'est en ce sens que je considère que c'est des cercles de ce genre qui me paraît important. Et écoutez, donc venez-y souvent si vous faites des conférences, continuez à en faire. Alors avant de parler de ce livre, vous savez, l'ère de soulèvement, oui, en effet, c'est pas mon grand livre. Hein. J'ai écrit des livres plus importants que celui-ci, mais c'est un pamphlet protestant ou essayant de s'insurger contre ce qui s'est passé dans les 2 ans qui viennent de s'écouler. C'est-à-dire, dans le fond, le refus, tout simplement, j'y reviendrai d'une chose très simple, qui est la finitude. J'ai été influencé par Heidegger, Zum Tod. On est toujours orienté vers la mort, et que de toute façon, il s'agit de ritualiser, de gérer cela. Alors que les 2 ans qui viennent de s'écouler ont été un moment d'asepsie de la vie sociale, avec une idée très simple, dans le fond. La peur de mourir n'empêche pas de mourir, mais empêche de vivre. Voilà ce que j'essaie de développer tout au long de ce livre. Et que dans le fond, il faut, à bien des égards, contre justement les diverses impositions, réapprendre à vivre. Mais avant d'aborder exactement ce sujet, quand on prend le risque de m'inviter, je me sens obligé, si vous voulez, un peu à la manière de... Vous vous souvenez, Caton l'Ancien, son Delenda Carthago Est. Il disait n'importe quoi, il parlait d'autre chose, mais il était obligé de dire il faut que Carthage soit détruite. Voilà. Et moi, mon Delenda Carthago Est, c'est dans le fond 3 banalités de base. Je dis bien banalité. Ce qui est tellement évident qu'on ne veut pas le voir. La sagesse populaire a une expression de cet ordre, ce qui crève les yeux. Et en même temps, ce qui crève les yeux, on ne veut pas le voir. La première de ces banalités, qu'il faut dire et redire, c'est que contre ce qui est, si je puis le dire ainsi, notre cerveau reptilien, qu'on a intégré sans bien y faire attention. Moi, je rappelle toujours que la culture, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel, de la petite enfance à l'alma mater universitaire, vous voyez, et auquel on ne prête pas véritablement attention. C'est pour ça que je dis cerveau reptilien, pas le rationnel, celui qui est derrière, si je puis dire. Notre cerveau reptilien repose sur une idée très simple qu'il est difficile de remettre en question, parce que dès qu'on la remet en question, on est actuellement taxé de complotiste, puisque c'est un des éléments du jour. C'est que c'est le linéarisme historique. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie et arriverait inéluctablement à un point B de civilisation absolue. Alors, au-delà du mot très simple que je viens de dire, linéarisme, il faut savoir que tout au long... Cela s'est élaboré. Pour moi, le 19e siècle est le grand siècle de la modernité. Juste après la philosophie des Lumières, les grands systèmes qui s'élaborent. C'est la philosophie de l'histoire de Hegel. Jusqu'alors, rappelez-vous-en, nous avions des gens qui écrivaient les hauts faits des seigneurs, historiographes. Ils écrivaient dans le sens étymologique du terme. Hegel va philosophiquement formuler ce que je viens ici d'indiquer, cette espèce de devenir inéluctable, et histoire avec un grand H. Et on voit bien comment cette philosophie de l'histoire a été la chose qui, par après, dans le sens simple du terme, va contaminer tous les grands systèmes qui s'élaborent, les systèmes socialisants, marxisants, qui, d'une certaine manière, continuent à, gauche et droite confondus, de ce point de vue, à animer, à être ce qui est en jeu dans les débats intellectuels. Disons-le tout net, le mythe du progrès. Moi, j'ai critiqué dans les années 70 le progressisme, en disant qu'il y a autre chose qui est en jeu, mais actuellement, si vous critiquez le progressisme, vous êtes quelque peu réactionnaire. Ce n'est pas dérangeant, somme toute. Il vaut
mieux être réactionnaire, pas forcément conservateur, mais la réaction, j'y reviendrai dans un instant, c'est ce qui s'appuie à bien des égards sur la tradition. Donc voilà, le mythe du progrès, pour moi, a fait son temps. Et il est une phrase d'un auteur que je citerai peut-être 2 ou 3 fois, Joseph de Maistre, qui rappelait une belle chose. Il disait « Le bon sens et la droite raison réunis » nous oblige à observer que quand on regarde sur 2000 ans de temps, c'est ça notre champ d'observation historique, et bien qu'au-delà de cette espèce de linéarisme dont je viens de parler, il y a des époques. Il y a tout simplement une conception cyclique de la Terre. Et ce n'est pas, encore une fois, cette espèce de dimension unilatérale. Je rappelle, j'aime beaucoup les étymologies, elles nous aident à penser qu'en grec époqué, le mot époque a 2 sens. Un sens philosophique, avant celui-ci, il y a suspens. Suspens. On va suspendre les valeurs qui jusqu'alors ont été imposées. Mais, madame, vous avez raison, c'est aussi une parenthèse. Et de fait, dans le fond, une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Voyez-vous, pour ce qui me concerne, je considère qu'il est en train de se fermer la parenthèse moderne. Celui qui a commencé au XVIIe siècle, Descartes, s'est conforté au XVIIIe siècle, les grands systèmes philosophiques, qui est systématisé dans les grands systèmes du XIXe. Et puis, le XXe siècle, je dirais, si je le dis un peu trivialement, on a bouffé le capital. On a continué à utiliser ce qui avait été élaboré en d'autres temps, mais sans bien créer d'important. Mais voilà, pour moi, est en train de s'achever une époque. Une époque, c'est 3-4 siècles. Il y a des différences suivant les gens. Moi, je m'inspire toujours de mon maître Gilbert Durand, qui lui voyait 4 siècles. Mais les économistes, les historiens peuvent varier là-dessus, peu importe. Quelques siècles. Entre 2 époques, et je vous rends attentif pour moi à cette précision sémantique qui m'est chère, il y a des périodes. Une époque, c'est ce que j'ai dit. Une période, ça dure quelques décennies, et nous sommes dans une de ces périodes. Moi, je dis, les périodes entre des époques sont toujours des périodes crépusculaires. Parce que tout simplement, on pressent les valeurs, je dis bien pressent, les valeurs qui sont en train de naître, et on ne peut que balbutier ce qui est en gestation. On ne peut pas faire système. Je ne crois pas personnellement au concept, mais par contre, on peut essayer de trouver des mots, et voilà le balancier des histoires humaines. Et nous sommes dans un de ces moments, justement, période. Gardons cette expression que je dis. Ça vaut ce que ça vaut, mais quelque chose qui est un peu crépusculaire, et qui, dans le fond, ne fait que traduire, moi, quelque chose qui est important de dire, une transition épocale. Voilà la formule un peu philosophique qui est en jeu, si je m'inspire là encore de la philosophie allemande. Deuxième banalité, quand cela existe, notre espèce animale est ce qu'elle est. Et il convient dès lors de trouver les mots qui soient en pertinence avec ce qui est vécu. Je reviendrai sur ce philosophe qui m'a beaucoup marqué, Michel Foucault. Vous connaissez en tout cas ce livre, Les mots et les choses. Il montre bien dans le fond qu'on ne peut bien comprendre les choses si on trouve les mots qui sont adéquats aux choses. Une espèce d'attitude un peu de ce qui est pertinent, dans le sens simple du terme. Et vous avez compris que de mon point de vue, il y a actuellement, et c'est cela qui prédomine, une forme d'impertinence. Je redis la formule de Camus que tout le monde sait mais qu'il convient de rappeler, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Quand Camus a cette formule, il est en train de lire une histoire de l'Empire chinois qui se délite. L'empereur consulte le sage et là le sage dit il faut s'asseoir et trouver les mots. Et c'est là où il y a la formule de Camus. Mais ce qu'on ne rappelle pas, et moi j'aime bien le rappeler, c'est que quand Camus dit ça, il se souvient ce qu'est la belle analyse, et si vous le désirez, je vous donnerai les références précises dans la République de Platon, quand il montre que quand il y a dégénérescence d'une société, il y a ce qu'il appelle la fraude aux mots. La fraude aux mots. Et de mon point de vue, nous sommes dans un de ces moments où ce qui prédomine, c'est qu'on continue, j'emprunte ce terme à ce que disent les ethnologues, des incantations. Des mots comme ça qui ne veulent plus dire grand-chose, alors j'en sais pas moi, valeurs républicaines, démocratie, laïcité, on pourrait trouver des quantités de termes comme ça qui sont dits à tire-larigot, ce que j'appelle moi des Niagara d'eau tiède de bons sentiments. Mais ce sont des incantations. L'incantation, on dit bien que ça veut dire on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. L'image un peu grivoise que je donne pour bien me faire comprendre, on ne parle jamais autant d'amour
que dans un couple qui va se séparer. Voilà, on chante quelque chose parce qu'on a peur de ce qui est en gestation. Et de mon point de vue, voilà, c'est ce qui est en jeu, et en particulier, disons, dans ce que j'ai proposé de nommer la médiocrité de la médiacratie. Quelque chose dans le sens du terme, la médiacratie, ce pouvoir qui est là, très fort, etc. Je rappelle là 2 phrases, une de Hegel que j'ai citée tout à l'heure. Hegel rappelle que la lecture du journal est la prière de l'homme moderne. On se souvient de la formule de Hegel. Quelques décennies plus tard, Nietzsche parlait, du vomitus matutinus. C'est très beau, je ne le traduis pas. Il ne savait pas qu'il y avait des journaux du soir, enfin, à l'époque. On pourrait l'appliquer à ces journaux d'histoire. Mais en 1882, il a cette belle formule très juste. Il dit « Encore un siècle de journalisme et les mots pueront ». Vous voyez, donc la formule est forte. Mais en tout cas, je considère que... moi, je ne lis plus la presse. Je n'écoute plus la télé ni la radio. Je suis purgé de ça, Dieu merci. Ça n'était pas facile. Il fallait se purger de ça. Et même, je pensais ça ce matin, quand je prenais le train, en général, je m'achetais encore le Canard enchaîné. Ça y est, je ne l'achète plus. Je le réserve, excusez-moi, pour ceux qui ont comme moi des cheveux blancs, à ceux qui en charentaise, écoute, peuvent lire des choses devant leur cheminée. Donc voilà, peu importe. Vous voyez, en gros, fermez la télé, ouvrez des livres. Et c'est là, voilà l'effort qui me paraît important d'avoir à l'esprit. Et pourquoi faire cela ? Eh bien, pour, en quelque sorte, je dirais, se purger des évidences théoriques pour voir ce qui est évident. Quand je disais tout à l'heure, ce qui crève les yeux. Donc, mais il faut pour cela se purger de ces évidences théoriques. Deuxième banalité. La troisième de ces banalités, c'est qu'en ces périodes de mutation, il y a quelque chose qui est que l'on observe régulièrement. Un déphasage, un décalage, une déconnexion entre les élites et le peuple. Et précisément, quand je dis élite, dans le sens simple du terme, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Et bon, c'est politique, journalistes, experts de tous ordres, etc., qui d'ailleurs ont très peur du peuple. Vous voyez comment, par exemple, ils parlent toujours de populisme. Le peuple sent mauvais. Parfois, je le dis d'une manière plus violente que ça encore. Mais en tout cas, retenez cette idée. Pour ces élites-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et le terme même de populisme, moi, me paraît véritablement scandaleux. Mais ne fait que traduire véritablement, parce que j'y reviendrai, je suis un lecteur et un théoricien de saint Thomas d'Aquin, omnis autoritas a populo. Toute l'autorité vient du peuple. Et le développement de saint Thomas d'Aquin est de ce point de vue fort juste, alors que quand on dit populisme, il y a cette espèce de mépris fondamental, encore une fois, qui est là, mais qui ne fait que traduire fondamentalement ce décalage dont je viens de parler. Alors, on a ces mots, ces expressions que l'on dit fréquemment, c'est la bien-pensance, bien sûr. C'est Bernanos qui, le premier, a proposé cette expression, à juste titre, à mon avis. Mais c'est également ce qui est le politiquement correct sous ses diverses modulations, on ne va pas rentrer là-dedans. Moi, puisque j'ai occupé la chaire de Durkheim à la Sorbonne pendant fort longtemps, j'avais bien du mal avec cet auteur, mais je m'en suis accommodé. J'ai trouvé chez lui cette belle expression, le conformisme logique. Oui, conformisme logique, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, ce n'est pas ce que nous sommes qui va déterminer comme nous pensons ou comme nous parlons. C'est parce qu'on est pris quelque chose. D'ailleurs, un autre auteur, et non des moindres, qui était Lévi-Strauss, parlait justement d'un phénomène structurel. On est pris dans la structure. Et c'est en ce sens qu'il y a ce conformisme, bien-pensance, etc. Or, chaque fois qu'il y a quelque chose de cet ordre, chers amis, c'est à ce moment-là qu'il y a justement soulèvement. Je vais vous donner 2 exemples que j'étudiais quand j'étais jeune ici. La fameuse sécession plébis, quand le peuple fait sécession et se retire sur l'Aventin. Et d'ailleurs, ce n'est pas facile de le faire revenir. Il ne se reconnaît plus dans le Sénat. Et il se retire sur l'Aventin. Et il faut d'ailleurs, non pas lui faire un discours à proprement parler, purement et simplement rationnel, mais il faut retrouver des mythes, des choses comme ça, qui lui permettront de revenir dans la cité en la matière d'un ordre. Quelques siècles plus tard, là encore, même quand on le voit comme ça, c'est particulièrement visible. Quand Machiavel fait la distinction qui existe entre la pensée du palais et la pensée de la place publique.
Et ceux qui connaissent Florence, on voit bien le Palazzo Vecchio qui est là, si vous voulez, la place en dessous. Et Machiavel, disant cela, montre que justement, il est des moments où c'est la pensée du palais qui prévaut, Palazzo Vecchio. Et que cela ne prend pas en compte, encore une fois, la pensée de la place publique. Pour moi, c'est ce qui est en train de se passer actuellement, sous ces diverses modulations. Et comprenez-moi bien, je ne vais pas le redire, gauche et droite confondues. On va le retrouver d'une certaine manière dans toutes ces idéologies. Voilà. Alors, moi, c'est à partir de là, on a pu dire, c'est cette grande dame de la pensée, Hannah Arendt, qui avait formulé ce que je vais dire. Elle reprenait cela d'ailleurs d'Heidegger en disant on a une idée dans sa vie. Après, on se dépatouille par rapport à cette idée. On écrit des livres, ça n'en a le courage. On fait des cours, des conférences. Moi, j'ai eu une idée. Voilà, je vais vous la dire. Ce qui était justement le propre de ma thèse d'État à l'époque, et j'ai publié cela en 1979, le rapport qui existe entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir est ce qui est justement institué. La puissance, c'est ce qui renverrait à l'autoritas auquel j'ai fait référence tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui vient du bas. Institué, instituant. Quand ça marche, c'est-à-dire quand il y a un accord entre la puissance, entre le pouvoir et la puissance, c'est les grands moments. Il faut bien dire d'ailleurs ce que fut au XIXe siècle l'élaboration de l'idéal démocratique, bien évidemment. Mais il est des moments, vous avez compris que de mon point de vue, nous sommes là dans un de ces moments où il n'y a plus d'accord entre le pouvoir et la puissance. Et c'est à ce moment-là que l'on voit régulièrement dans les histoires humaines, dans les cycles auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, soulèvement, insurrection, révolte, jacquerie. Vous voyez, on peut trouver, et j'arrête, on pourrait trouver des quantités d'expressions de cet ordre qui renvoient justement au fait qu'on n'est plus en accord. Il y a déphasage dans le sens simple du terme, et c'est ce que j'appelais tout à l'heure le grouillement social, quelque chose qui ne se voit pas, mais qui va ressurgir régulièrement. Moi, j'aime beaucoup marcher en montagne, et les lacs de haute montagne sont à cet égard fort éclairants. L'eau est étale, puisqu'il n'y a pas de courant central. Par contre, en dessous, ça grouille éminemment. Et régulièrement, vous avez des espèces de grandes bulles, avec des métastases, qui traduisent, si je puis dire, ce grouillement intérieur. Voilà ce qui est en train de se passer, à mon avis. Quelque chose de cet ordre, avec, alors quand je dis soulèvement, on pourra en parler si vous le désirez, il y en a de multiples manières, forts, des violents, doux, etc. Moi, il n'y a pas de différence fondamentale entre les gilets jaunes et l'abstentionnisme. C'est tout simplement une manière de ne plus se reconnaître, dans le sens simple du terme, dans ce qui est là-haut, dans la verticalité du pouvoir. Et je considère, je vous prie de m'en excuser, que c'est ce qui va se développer et que le sang va couler. Voilà, donc il faut avoir cela à l'esprit, pour se rendre compte, encore une fois, comme cela se passe régulièrement, qu'il y a quelque chose de cet ordre. Mais on ne peut bien comprendre cela, et je ferai un petit détour si vous me le permettez, en disant, puisque j'ai dit il y a un instant que j'ai eu pour maître un grand anthropologue qui s'appelle Gilbert Durand, qui a été le premier qui a initié la réflexion sur l'imaginaire en son temps. L'imaginaire, dans le fond, en France, on en a peur. Souvenez-vous, Malebranche, Descartes. Pour eux, l'imagination, c'est la folle du logis, ce qui ne permet pas le bon fonctionnement du cerveau. Et ce n'est que et d'ailleurs, tenez, anecdotiquement, quand Sartre écrit son premier livre en 1936, L'imagination, il reprend cette formule et de Malebranche et de Descartes pour dire c'est pas bien l'imaginaire, c'est pas quelque chose qui a... Alors que moi, dans la formation que j'ai reçue, je considère que l'imaginaire est ce qui structure une société. C'est quoi? Les rêves, les fantasmes, les fantasmagories. Vous voyez, on peut multiplier à l'infini les expressions de cet ordre. Je fais exprès de dire même fantasme et fantasmagorie. Vous voyez, quelque chose qui, dans le fond, vont constituer essentiellement le symbole qui unit un peuple. Symbolé, en grec. Ce qui porte ensemble, ce qui va rassembler, véritablement, ce qui fait reliance. Et alors, je ne vais pas le développer. Je donne deux mots juste pour la fine bouche. Foucault, que j'ai cité, parle, lui, d'épistémé.
le mot est un peu compliqué, on connaît en français le mot épistémologie, mais Foucault, à juste titre, dans l'archéologie du savoir, montre qu'il y a deux termes en grec pour traduire la connaissance. L'épistémé, c'est la connaissance. C'est théoria, c'est la connaissance pure, et l'épistémé, montre-t-il à juste titre, c'est une connaissance qui s'organise, qui se structure. Et que, suivant le moment, on a une épistémé à partir duquel se structure la cité. Moi, je ne suis pas la peine d'être grand clerc ou d'être un grand historien, mais l'exemple qu'il donne est fort juste. Athènes a une interprétation de l'épistémé dans la tradition gréco-latine qui est la nôtre, c'est la mythologie. Amour, désamour, bagarre, etc., l'Olympe, Panthéon, c'est la vie athénienne. Sparte a une autre interprétation de l'épistémé de la mythologie, c'est la vie spartiate. Vous voyez, voilà, gardons cette idée à l'esprit. C'est-à-dire, on a une représentation du monde collective. Et à partir, c'est ça l'imaginaire. Et à partir de là, quelque chose va se structurer. Tout passe, tout casse, tout lasse. Et il montre bien que cette mythologie ne va pas durer. Au Moyen-Âge, ça va être la théologie. Mais même chose. C'est à partir de la théologie que s'organisent, bien évidemment, les abbayes, les diocèses, voire le travail qui se structure à partir de là. Vous voyez, donc là encore. Et puis, Foucault continue, et c'est ça son travail, et il montre que, après la Renaissance, il y a l'épistémé moderne, de la modernité. Les grandes valeurs que l'on sait et qui ont structuré, j'y reviendrai, notre manière d'être ensemble. Pour ma part, vous le comprenez, c'est dans cette foulée, et je me souviens des discussions que j'avais eues avec lui là-dessus, quand il m'avait dit qu'il fallait que je reprenne le flambeau. C'est que j'essaie de montrer, depuis une quarantaine d'années, quelle est l'épistémé postmoderne, en gestation. Ce qui arrive, encore une fois, après la connaissance qui a structuré toute la modernité. Et ce n'est pas chose facile. Les astrophysiciens disent une belle chose, très simple, je le dis avec simplicité puisque ce n'est pas de ma compétence, mais ils montrent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Le foyer s'en est éteint, on continue à voir cette lumière. Et dans le fond, tous les discours officiels, ce que j'appelais tout à l'heure celle de l'élite, continuent à rester sur cette lumière morte. L'étoile, cette lumière du XVIIIe siècle, est une lumière quelque peu clignotante, je dis. Mais on continue à la sériner, à la dire et à la redire de diverses manières. Et c'est là où c'est notre travail, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Il faut contribuer à ce que peut être, bien évidemment, la connaissance organisatrice. C'est ça l'épistémé. Cette connaissance organisatrice, puisqu'il y a ce déphasage, et que les élites sous ces diverses modulations restent sur un schéma à tout le moins dépassé. Voilà. Deuxième mot qui est plus connu, mais je vous le dis tout de même, parce qu'il est intéressant, c'est paradigme. On parle souvent de changement de paradigme. On oublie d'où cela vient. C'est Thomas Kuhn, je ne sais pas si vous connaissez, cet historien des sciences et des techniques, historien américain, Structure des révolutions scientifiques, son livre majeur. Et il pose cette question fort judicieuse, il dit « Qu'est-ce qui fait que c'est à tel moment et à tel lieu qu'il y a tel type de découverte scientifique, telle application technologique, telle organisation de la société, et pas à un autre moment, un autre lieu ?» Et c'est là où il dit le paradigme. En donnant cette métaphore qui est on ne peut plus pertinente, en tout cas qui peut nous aider à penser, il dit dans le fond le paradigme c'est une matrice. Les réquisites sont là, les conditions sont là pour que naisse quelque chose, pour que naisse la vie, c'est ça, les réquisites. Mais en même temps, la métaphore qu'il donne est fort judicieuse. Une matrice peut être féconde, elle peut devenir inféconde. Vous voyez, de mon point de vue, c'est ce qui est en jeu. Quand on dit changement de paradigme, tout simplement, la belle matrice qui a donné cette belle chose, on ne va pas cracher dans la soupe. Tout ce qui va s'inaugurer avec des cartes, se conforter avec les lumières, j'ai dit tout à l'heure, se systématiser avec des systèmes, voilà une matrice qui a marché. Et à bien des égards, voilà une matrice qui ne marche plus. Et c'est à ce moment-là, petite expression que je livre à votre méditation, proposée encore par Gilbert Durand, qui était un montagnard. Et il dit, il faut repérer quel est, en gros, le bassin sémantique. Bassin sémantique. Tout simplement à l'image d'un bassin hydraulique. Le ruissellement sur les montagnes, sur les flancs des montagnes. Ensuite, ce ruissellement va donner un courant central.
on va le nommer, ce courant central. Au début, on ne le nomme pas. On va canaliser les berges. Et puis par après, ça se repère dans le delta et un autre bassin sémantique va se constituer. Voilà, vous voyez, c'est ça, dans le fond, cet imaginaire, cette idée du bassin sémantique. Vous comprenez, on est dans le moment du ruissellement, de mon point de vue. Et à bien des égards, quelque chose qui déjà fait qu'il y a un courant central, à mon sens, qui déjà existe. Et qu'il va falloir donner un nom à ce courant central, etc., etc., etc. Voilà. Certains, je suis de ceux-là, vous l'avez compris, utilisent pour traduire cela simplement cette idée de post-modernité. Je dis bien simplement post-modernité. On voit apparaître, je vous le rappelle pour votre gouverne, le mot modernité en 1848 sous la plume de Baudelaire. C'est curieux. Avant, on disait post-médiévalité. Mais ce n'est qu'à la moitié du 19e siècle qu'il y a émergence de ce mot modernité. Et donc, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu actuellement. On ne peut que dire post, ce qui arrive. Et si vous en êtes d'accord, et si le cercle MOPE veut nous inviter, on se donne rendez-vous dans 100 ans, et là, à ce moment-là, on pourra dire justement ce qui existe, comment on va nommer cette chose qui est là et qui existe. Mais pour le moment, il faut s'attarder et se contenter, en quelque sorte, de ce que cette idée, bassin sémantique, quel est l'imaginaire dominant? Quel est l'inconscient collectif? Et toute l'analyse jungienne est de ce point de vue intéressante, qui a mis l'accent, bien évidemment, sur cet imaginaire, sur cet inconscient collectif. Alors, tout comme il y a, voyez-vous, un changement climatique stricto sensu, il y a, à mon avis, un changement climatique spirituel ou culturel. Et que dans le fond, c'est uniquement si on sait s'adapter au changement climatique dans le sens que je viens d'indiquer, qu'on ne subira pas le sort des dinosaures, qui ont subi le sort que l'on sait parce que justement, ils ne se sont pas adaptés à un changement climatique. C'est ça le problème important. L'imaginaire, c'est un climat, c'est une atmosphère, tout simplement. Il est un auteur que je vous conseille de lire, qu'on ne lit plus en français, qui s'appelle Ortega y Gasset. C'est un philosophe espagnol qui, en 1932-33, a écrit un livre qui est particulièrement d'actualité, qui s'appelle La révolte des masses. Et moi, je m'en suis inspiré, bien sûr, quand je parlais des soulèvements. Révolte des masses. Bien vu, enfin, une belle analyse à la manière d'Ortega y Gasset, qui est un grand philosophe. Et dans la formation allemande qui était la sienne, vous vous souvenez des impératifs catégoriques de Kant. Il y a quelques impératifs catégoriques, etc. Et Ortega y Gasset parle, lui, d'impératifs atmosphériques. L'expression est judicieuse et, à mon sens, traduit bien, si vous voulez, le fait qu'on est déterminé par un climat spirituel. Alors, dites spirituel, dites culturel, dites social, peu importe en la matière, vous voyez. Mais c'est cela qui, pour moi, me paraît être en jeu. C'est ça qui fait qu'il y a un changement climatique que l'on sait. Et c'est ça qui renvoie à ce que j'appelais tout à l'heure la transmutation épocale. Une vraie transmutation qui est là en jeu. En même temps, et je voudrais vous y rendre attentif quand on parle de balancier, etc., il est un terme très simple que je propose à la réflexion depuis fort longtemps, et justement pour lutter en quelque sorte contre ce catastrophisme qui nous est familier en France, ou la collapsologie. Enfin, il y a des quantités d'expressions de cet ordre qui se traduisent très souvent au travers en particulier concernant les jeunes générations, tout fout le camp. Ils n'ont plus de valeur, etc. Alors que j'emprunte cette expression à Sorokin, qui est un sociologue américain, spécialiste de la culture, et il montre comment, en prenant une image chimique, les diverses molécules qui composent un corps donné, fatigue, usure, ces diverses molécules ne peuvent plus rester ensemble, divorcent. Mais, et c'est ce mais qui est important, ces mêmes molécules vont rentrer dans une autre composition pour donner un autre corps. Si je le traduis fort simplement, ma formule, c'est la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire qu'on voit comment, à partir de ce qui cesse, il y a une reconstitution qui est en train de se faire, qui peut se faire. Je rappelle pour mémoire d'ailleurs que la belle formule, très simple somme toute, qui fut la première formule qui fut inscrite dans la pierre, dans notre tradition culturelle, Anaximandre de Milet, un philosophe d'une grande importance. Et Anaximandre de Milet, dit-on,
a écrit cette première phrase, permettez-moi de la dire en grec, Genesis kai phtora, phtora kai Genesis. C'est-à-dire Genèse et déclin, déclin et Genèse. Oui, encore une fois, une idée fort simple, somme toute. Hein. Mais c'est un peu cela qui est en jeu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout simplement de l'impermanence et de la continuité. On peut voir l'impermanence d'un certain nombre d'institutions. Et de fait, là, hein, quand ces élites disent tout fout le camp, c'est eux qui sont en train de foutre le camp d'une certaine manière. Hein. Pareto parlait à un moment donné de la circulation des élites nécessaire. Et en même temps, continuité de la vie. Voilà mon hypothèse. Et que d'une certaine manière, au contraire, c'est très intéressant de voir cette fin. Alors, décadence, on a des quantités d'expressions, mais on oublie de voir qu'il y a toujours de la renaissance. Et historiquement, c'est immanquable, ce processus, comme ça. Une destruction et une construction, une restructuration. Et dans le fond, c'est cela qu'on a du mal à comprendre, et c'est cela que l'on appelle la crise. En réduisant trop souvent cette crise à une dimension purement économique. Pour moi, la crise est éminemment civilisationnelle. En grec, là encore, deux mots, un mot savant et un mot très simple. Crisis, c'est le jugement qui est porté par ce qui est en train de naître sur ce qui est en train de cesser. C'est ça, crisis. Et la crise, c'est cela. Le mot non moins, beaucoup plus trivial, mais je dis bien non moins intéressant, crisis, c'est le crible. Cet instrument qui fait qu'on va rejeter ce qui mérite de l'être et garder ce qui mérite d'être gardé. Ayez à l'esprit cette dimension. Juste anecdotiquement, ce n'est pas mon propos essentiel ce soir, c'est chaque fois qu'il y a une crise de cet ordre, curieusement, cela s'accompagne d'une épidémie ou d'une psychopandémie. Moi, je préfère dire une psychopandémie. La peste antonine à la décadence romaine, la peste noire à la fin du Moyen-Âge, le typhus après la réforme protestante, etc. Vous voyez, il y a quelque chose dans le sens simple du terme, je n'irai pas plus avant, qui est une forme, une attitude, je dirais, révélatrice de la mutation. Et souvent, et naturellement, cela entraîne bien sûr quelque chose qui est apocalyptique. Dès le moment où on voit cesser quelque chose, il y a une apocalypse. On oublie encore trop souvent ce qui est la belle et grande tradition de la philosophie grecque. Le mot apocalypse, on l'oublie, signifie tout simplement révélation, révélation de ce qui est en train de naître. Voilà. Et quand on pense à l'apocalypse, il faut justement se rappeler qu'il y a cette perspective-là. Alors voilà pour moi l'apocalypse. Quand je vous ennuie, vous me le dites, tapez sur la table, parce que j'ai tendance à trop parler, etc. Il faut m'arrêter, comme dirait l'autre. Et alors voilà, pour moi l'Apocalypse, elle est là, c'est-à-dire, vous voyez, c'est ce grand moment qui fut ce moment où il y avait, et je le dis avec simplicité, faute de compétences, Copernic, Kepler, Galilée, Newton, vous voyez, ce fut un grand moment où, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dans les domaines qui étaient les leurs, ces grands savants ont montré qu'on ne pouvait plus continuer à penser à partir d'une conception géocentrique du monde. C'est le fameux héliocentrisme. Voilà. Et je le dis fort simplement parce que pour moi, c'est exactement quelque chose qui est en train de s'opérer de nos jours. On est en train de passer, à bien des égards, d'une conception anthropocentrique, je vais dire pourquoi, à une conception que, faute de mieux, on peut appeler holistique. Holos, l'entièreté, la globalité. Alors, et dans le fond, l'imaginaire de la modernité a reposé sur cet anthropocentrisme. Pour faire une référence encore grecque que vous connaissez certainement, c'est le fameux syndrome de Protagoras. L'homme est la mesure de toute chose. L'homme est la mesure de toute chose. Et au milieu du discours de la méthode de Descartes, il reprend cette formule de Protagoras, vous la connaissez, même si on ne la réfère pas à Descartes, l'homme comme maître et possesseur de la nature. Et c'est ça l'idée de domination qui a été le propre même, dans le fond, de l'économicisme ambiant, qui a été le propre même d'une conception purement politique, et une domination qui a abouti à une véritable dévastation du monde. Voilà ce qui est en jeu, si vous voulez. Voilà un peu ce qu'est le mythe du progrès, qui fut bené en son temps et qui est destructeur de nos jours.
Et c'est en ce sens qu'il faut avoir la force et le courage de dire que ce mythe du progrès est un mythe maintenant dangereux. Il repose sur une idée très simple, vous n'y faites peut-être pas attention. Le grand concept, là pour moi c'est un concept hegelien, et repris par la tradition marxiste, qui est celui de la philosophie donc hegelienne, c'est le Aufhebung, dépassement. C'est-à-dire qu'on va dépasser le dysfonctionnement, on va dépasser le mal, on va dépasser la mort. Et c'est le transhumanisme qui va pousser jusqu'au bout cette logique du dépassement. Qu'on le veuille ou non, on a tendance à fonctionner comme cela. Thèse, antithèse, synthèse. C'est la dialectique. Moi, je rappelle toujours que dans le fond, cette dialectique, c'est la même chose que le théâtre du boulevard, le mari, la femme et l'amant. Il y a toujours quelque chose qui aboutit à une forme de solution quelque part, une conception dramatique du monde, mais qui repose sur un mythe, encore une fois, à bien des égards, je vous l'avais compris, bien destructeur. Je rappelle pour mémoire d'ailleurs que la figure mythique de Karl Marx, c'était Prométhée déchaîné, qui a enlevé ses chaînes. Et c'est sur cette base de Prométhée déchaîné qu'il y a cette grande construction du dépassement. Voilà. Ce qui a abouti à une hygiénisation de la vie sociale, une asepsie de la vie sociale. Une conception, je le répète, une conception, on n'y prête pas attention, une conception dramatique du monde. Drao, dramein en grec, ça veut dire solution, résolution. Et au début de la question juive, Karl Marx a cette belle formule, il dit « Chaque société ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre ». Donc il y a une solution. Quelque chose, encore une fois, qui est à venir, c'est le futurisme, la société parfaite, les lendemains qui chantent, et demain on rasera gratis. Oui, quelque chose de cet ordre qui renvoie fondamentalement à demain, et c'est ce qui va être, dans le fond, l'idéologie du service public. Je vous prie de m'en excuser, dans ma thèse, je disais qu'il a pris le public à son service, tout simplement. Voilà. Au-delà de la grande idéologie, bien évidemment, du service public. Voilà, en gros, pour moi, l'imaginaire de la postmodernité, c'est tout le contraire de ça. C'est ce que j'appelle une conception holistique. Disons-le tout net, et je vous prie de m'en excuser, le retour de la frontière, la détermination, ce qui limite fondamentalement. Le mot latin est intéressant, retenez-le, ça permet de réfléchir. La détermination, chez les latins, c'était la borne qui délimitait le champ et qui donc permettait qu'il y ait du blé, par opposition à l'indéfini du désert. Et donc il faut accepter cette idée de détermination. Là encore, pour moi, une grande dame de la pensée qui est cette philosophe Simone Weil, j'entends la vraie Simone Weil, et celle-là, dans un livre qui s'appelle L'enracinement, la première page de l'enracinement, elle prend le contre-pied justement des droits, le droit de l'homisme sous ses diverses modulations, et rappelle que ce qui est important, c'est là l'obligation, le devoir. Voyez. Et pour moi, la modernité a reposé sur cette idée de droit, de machin, de truc, etc. Et que là, d'une certaine manière, quand je dis frontière, quand je dis tradition, quand je dis, dans le fond, localisme, le lieu fait lien, tout simplement, eh bien, c'est quelque chose qui est une forme de sagesse populaire et qui renvoie, encore une fois, à cette détermination. Ce qui limite, et en même temps, vous comprenez ce que je veux dire, ce qui limite donne à être. Et nous n'avons pas, on n'a pas de mots là-dessus en français pour traduire cette idée-là. L'école de Palo Alto en Californie a un terme qu'on peut difficilement traduire, qui est l'idée de proxémie. La proxémie, c'est le rapport qui existe entre l'environnement naturel et l'environnement social. Et on avait oublié l'environnement naturel, bien évidemment. Alors que ce à quoi nous sommes confrontés actuellement, voilà, c'est moi ce que j'ai appelé le glissement de l'économie à l'écosophie. Pas l'écologie, je suis assez opposé à l'écologie, même beaucoup opposé à l'écologie. Mais l'économie, c'est en grec la loi sur oikos, sur la maison commune. L'écologie, c'est encore le savoir sur cette maison commune. L'écosophie, c'est une sensibilité. On s'accorde à l'oikos, on s'accorde à cette maison commune. Pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement. Et en même temps, voyez-vous, chers amis, c'est une conception quelque peu tragique du monde. Moi, je fais une distinction entre le drame, résolutoire, et le tragique. Tragein, c'est le mot tragique, le mot tragos en grec, c'est ce qui est aporique, alpha privatif, l'aporie,
bien sûr. L'aporie, d'ailleurs, pour les montagnards, c'est ce col qu'il est difficile de passer. Mais cette idée aporique, vous voyez, c'est ça une conception tragique. Pour moi, la modernité était dramatique, on va trouver la solution. Ce qui est en jeu est tragique. Et il y a retour du tragique, et d'ailleurs, dans les périodes qui étaient tragiques, il y a toujours quelque chose qui est jubilatoire. C'est curieux, hein, mais il y a des moments jubilatoires, et on voit de diverses manières. Moi, ce fut un de mes dadas théoriques, à partir de la figure justement opposée à Prométhée, qui est Dionysos. Prométhée est un dieu chtonien, autochtone, chtonos, de cette terre-ci. Et il y a quelque chose de tragique dans la figure de Dionysos, mais qui, d'une certaine manière, justement traduit ce qui est en jeu. Chtonien, il faut s'accorder à ce monde-ci, et pas simplement le dominer. Il faut faire avec. C'est là encore une idée de Gilbert Durand quand il parle du trajet anthropologique. Non pas un sujet dominant un objet, objectum, ce qui est inerte, ce qui est jeté là devant soi, mais trajectif, cette interaction qui va exister de diverses manières. Voilà un peu, si vous voulez, pour moi, ce qui est en jeu actuellement. Donc on n'est plus dans la flèche du temps progressiste, on n'est plus non plus dans le cercle nietzschéen, le retour du même. La figure que j'ai proposée à la réflexion, c'est la spirale, qui n'est ni la flèche, ni le cercle. Si je le traduis par un oxymore qui m'est cher, dans le fond, c'est l'enracinement dynamique. Tout d'un coup, la plante humaine se souvient que comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Et c'est ça, cette idée de détermination, cette idée de limite sous ces diverses modulations, cette idée de devoir, et pas simplement de droit, d'obligation de divers ordres, et qui est point important. Alors c'est à partir de là, je vais vous raconter pour terminer une petite histoire amusante, enfin moi qui m'a fait toujours rêver, qui est le mythe de Thèbes, prototype de la cité, de la fondation de la cité. Cadmos fonde cette ville de Thèbes, et il lègue cette ville à un de ses petits-fils qui est Penthée, qui, comme ne l'indique pas son nom, ne voit pas du tout. Mais qui, dans le fond, est tout simplement l'énarque et le technocrate du moment. Et le début du mythe montre que cette ville a racheté le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. Et je pourrais être plus brutal encore. Bon. À ce moment-là, les femmes, conduites par Agavée, qui est curieusement la mère de Penthée, vont chercher le second petit-fils de Cadmos, qui est Dionysos. Alors Dionysos, il est de l'autre côté de la mer Égée, en Talaïa actuellement. Donc c'est un barbare, si je puis dire. En même temps, Dionysos est très intéressant parce qu'il est bifronce, comme l'on dit. Le grand gaillard barbu d'un côté et les faibles androgynes de l'autre. Voilà. Et puis, à l'opposé des autres dieux du Panthéon, qui sont des dieux ouraniens, purement rationalistes, lui, c'est un dieu que j'ai dit tout à l'heure, chtonien, chtonos. En français, nous connaissons le mot autochtone, de cette terre-ci. C'est ça l'enracinement dynamique auquel je vois. Et dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Elles vont chercher, donc les femmes vont chercher Dionysos, c'est les Dionysies, les bacchanales. Le sang coule à minima, Penthée est tué, le pauvre. Et à partir de là, je dirais que, et c'est ce qui est indiqué dans le mythe, la cité retrouve son âme, dans le sens fort du terme, et réanimée, dans le sens simple du terme. Voilà un peu, moi, ce que j'appelle, si vous voulez, ces soulèvements, ces insurrections et ces révoltes. Ordo ab chaos. Et que c'est parce qu'il y a, bien évidemment, un chaos, qui peut y avoir de l'ordre, qui peut. Mais de fait, chaque fois qu'on regarde sur la longue durée les histoires humaines, on voit ce processus-là. Cette tradition ésotérique me paraît intéressante, ordo ab chaos. Et saint Thomas, que j'ai cité tout à l'heure, quand il a la formule que j'ai dit, omnis autoritas a populo, il le développe en disant c'est le droit à l'insurrection. Autoritas, c'est difficile d'employer le mot autorité en français parce qu'il y a toujours la connotation d'autoritarisme, etc. Autoritas, c'est ce qui fait croître. Et la vraie autorité fait croître. Et c'est un peu cela qui est en jeu, pour moi, actuellement, si vous voulez, quelque chose qui, de diverses manières, et je ne vais pas ici le développer, on en parlera si vous avez envie de le faire, on assiste à une multiplicité de ces soulèvements, insurrections, révoltes, et peu importe les termes de cet ordre. Un bel historien américain
Et c'est pour ça que j'ai choisi le titre de l'ère des soulèvements. C'est Hofmann que je vous conseille de lire, qui est un livre classique de historien, qui s'appelle « L'ère des révolutions ». Et il montre en quelque sorte ce qu'est le processus révolutionnaire. C'est-à-dire que, dans le fond, ce qui a été la marque du stalinisme, du léninisme, sous ses diverses modulations. Moi, j'ai la conscience, le peuple ne l'a pas, je vais lui apporter la conscience. En gros, c'est ça, l'avant-gardisme sous ses diverses formes, pour la mener à ce que je disais tout à l'heure, la société parfaite, etc. Mais retenez cette expression, avant-gardisme. Encore une fois, il y a à un moment donné, on sait ce qui est bon pour le peuple qui est naturellement débile. Et donc, dans le fond, l'ère des révolutions s'inscrit, de 89, on va dire, à 68, quelque chose qui est de cet ordre. Et moi, quand je dis l'ère des soulèvements, c'est le contraire, vous voyez, c'est-à-dire que pas quelque chose qui se fait à partir d'une verticalité du pouvoir, de celui qui sait, et qui tire, éducation, mais au contraire, quelque chose qui ne fait qu'accompagner quelque chose qui est là, je disais tout au début, le grouillement, à l'état latent, la centralité souterraine, ou si je reprends cette métaphore qui me fait toujours rêver, ce qu'est, à bien des égards, bien évidemment, ce roi clandestin. Et ça, c'est ce que, dans le fond, la frivolité et la vulgarité croissante de l'élite ou de l'oligarchie médiatico-politique ne veut pas voir et ne peut pas comprendre. Mais, dans le fond, c'est ce grouillement qu'il faut avoir à l'esprit de diverses manières. Alors appelons-le encore une fois, je considère que les mots restent à trouver, mais à bien des égards quelque chose qui fait qu'on reconnaît tout simplement, c'est une belle phrase de Milan Kundera, il en est des amours comme des empires, que cesse l'idée sur laquelle il repose et il s'effondre avec elle. Que donc dans le fond il faut repérer quelle est cette idée, à partir de quoi va se structurer une vie sociale, et à partir de quoi, au travers de ces, encore une fois, peu importe les termes, ces insurrections, soulèvements, etc., ne font tout simplement que traduire ce désir d'être, ce plaisir d'être. Pour moi, c'est ça, Dionysos. C'est ça, quelque chose qui fait que c'est au sein de ce que j'ai appelé en son temps les tribus, les micro-groupes, etc., que se crée véritablement une autre manière d'être. Et dans le fond, c'est cela qui constitue, au-delà du populisme assez sot, le vrai peuple. Il y a, in fine, cette belle phrase de Victor Hugo qui est souvent fort justifiée. Il dit « Le symbole par excellence du peuple, c'est le pavé. On marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête. » Voilà. C'est quelque chose de cet ordre qui est en jeu, et j'arrête là.